Bonjour, je m'appelle Nassima, j'ai 41 ans, je suis maman de 2 enfants de 12 et 15 ans et je suis atteinte d'un cancer du sang rare et incurable appelé NMP, néoplasie myéloproliférative. Alors c'était un peu une découverte qui m'est tombée dessus complètement puisque j'ai eu un Covid en 2020 quand le Covid battait son plein et on m'a fait en fait une prise de sang qui a montré qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Donc on a fait des investigations et finalement c'est mon Covid qui m'a permis de découvrir que j'étais malade. Alors ça arrive très souvent chez les patients de découvrir de manière totalement fortuite leur pathologie d'une manière ou d'une autre. Alors le diagnostic, étant donné qu'on était fin 2020, qu'on ne savait pas trop ce que pouvait faire un Covid, au départ on m'a pas tout de suite dit tiens c'est un cancer du sang. On m'a d'abord dit c'est bizarre. Il y a des choses anormales, mais peut-être que c'est le Covid, ce virus qu'on ne connaît pas encore très bien, parce qu'on est fin 2020, octobre 2020. Donc on va essayer quand même d'investiguer et de ne pas aller directement sur un diagnostic de cancer du sang. Donc ça a pris du temps, ça a pris d'octobre 2020 jusqu'à avril 2021 pour avoir ce diagnostic. Donc j'ai eu une forme un peu d'errance de diagnostic pendant ces quelques mois pour savoir réellement ce que j'avais comme pathologie. Et au final, le diagnostic est tombé exactement le 16 avril. Je pense qu'on peut tous se souvenir de la date à laquelle on nous a annoncé notre pathologie. Et donc pour moi, c'était le 16 avril 2021. Et donc voilà, le diagnostic a été posé. Ça a été, j'ai envie de dire, une déflagration. Déflagration parce qu'on ne s'y attend pas. Et je vais dire quelque chose de paradoxal. À la fois, on ne s'y attend pas. Quand on nous dit « vous avez cette maladie », et à la fois, on sait au fond de nous qu'il y avait quelque chose qui clochait. Donc quelque part, ça vient répondre à « tiens, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas ». Et donc, ça vient répondre à « finalement, je ne suis pas totalement folle, il y avait bien quelque chose qui n'allait pas ». Donc c'est ce paradoxe-là entre être complètement sonné et à la fois se dire « tiens, bon, il y avait bien quelque chose, j'avais bien raison de m'inquiéter quand même ». J'avais aucune connaissance sur les NMP, mais vraiment aucune. Alors je savais qu'il y avait des cancers, je savais qu'il y avait des cancers du sang, mais très honnêtement, pour moi, cancer du sang voulait dire leucémie et c'est tout. Et c'est vrai que quand on a ensuite cette pathologie, on se renseigne un peu et on se dit en fait, il n'y en a pas qu'un seul de cancer du sang. On entend beaucoup parler de la leucémie, mais il y en a plein d'autres. Voilà, il y a les NMP évidemment qui sont des cancers rares, c'est sûr, mais il y a aussi nos copains de galère, des lymphomes, des myélomes. Donc voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui était complètement inconnu. Je plongeais totalement dans l'inconnu. Alors concernant les traitements, au départ, je n'ai pas été mise sous traitement tout de suite, on m'a juste donné de l'aspirine. Donc c'est vrai qu'on est d'autant plus sonné parce qu'on vous dit « Bonjour madame, vous avez un cancer, voilà l'ordonnance pour de l'aspirine, rentrez chez vous ». Donc clairement, on se dit, non mais là, il y a un truc qui ne va pas, j'ai un cancer, mais je repars avec de l'aspirine. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le premier risque pour nous dans ces pathologies-là, c'est de faire ce qu'on appelle des thromboses. Donc ce sont des caillots de sang, puisque notre sang est beaucoup plus épais. Dans mon cas, j'ai énormément de plaquettes, ce qui fait que mon sang coagule beaucoup. Donc l'aspirine en fait a vocation juste pour essayer de limiter la casse, essayer de prévenir la formation de ces caillots-là pour fluidifier un peu le sang. Moi j'ai tendance à expliquer à mes enfants en disant le sang de maman c'est de la marmelade et en fait l'aspirine ça permet juste de transformer ça en grenadine. Voilà, tout simplement, ça évite justement de faire des caillots. Alors le traitement initial c'était de l'aspirine mais ensuite très rapidement, comme j'ai fait une phlébite, donc justement, j'ai fait une thrombose, j'ai fait une phlébite, le médecin a dû me mettre sous traitement. Donc j'ai commencé par de l'immunothérapie. Très rapidement, ce traitement-là n'était pas du tout adapté. Donc j'ai eu 6 mois à peu près de traitement d'immunothérapie et par la suite, j'ai basculé vers de la chimiothérapie orale. Voilà, en termes de traitement, c'est vrai que ça prend du temps, tous les traitements ne fonctionnent pas. On est, je rappelle, sur des maladies rares, donc nos traitements ne sont pas illimités, on a très peu de molécules disponibles pour pouvoir, j'aime pas dire guérir parce qu'on ne guérit pas de ces pathologies-là, mais pour pouvoir nous maintenir avec une qualité de vie la plus normale possible. Donc voilà, j'ai eu deux types de traitements et actuellement je suis sous chimiothérapie orale. Alors, quand on dit chimiothérapie, ça a tendance à faire peur.
les gens s'imaginent qu'on est à l'hôpital. Alors, il faut savoir que la chimiothérapie orale, on n'est pas à l'hôpital. On est chez nous et on prend des pilules, comme on pourrait prendre des pilules d'un traitement quelconque. À part que ces pilules-là, alors, elles sont là quand même pour maintenir la stabilité de notre pathologie. Moi, dans mon cas, c'est énormément de fatigue. Ça, c'est, j'ai envie de dire, le premier symptôme, et c'est d'ailleurs un symptôme qui, au sein de l'association Vivre avec une NMP, est quelque chose qui revient énormément. C'est vraiment en priorité 1, en top 1 des symptômes, la fatigue. Il faut savoir que cette chimiothérapie orale, les gélules ont beau être roses, fluo et toutes jolies, ça vous rince un cheval. Et à la fin de la journée, on sent qu'on n'a pas les mêmes capacités. Donc, en termes de retentissement sur ma vie, je dirais que effectivement, c'est un ralentissement de la vie quotidienne. On est obligé d'être au ralenti. On ne peut pas avoir la même vie que sans traitement, parce que ce traitement-là affecte vraiment notre quotidien. Ensuite, il y a d'autres effets secondaires de ce traitement. On a des problématiques dermatologiques, puisqu'on a la peau qui devient extrêmement sèche. On a des problématiques, moi dans mon cas, de vertige également, qui est apporté par ce traitement-là. Et donc en fait, quand on cumule les symptômes de la maladie, en plus des traitements, ça fait un combo qui fait que notre qualité de vie est quand même impactée. Alors, si je parle des symptômes de la maladie, donc ce que nous provoque juste la maladie, sans forcément parler de traitement, j'avais énormément de maux de tête, on appelle des céphalées. Ça s'est expliqué par la pathologie par la suite, parce qu'effectivement, on a un sang qui est plus épais, et donc du coup, ça amène ces maux de tête-là. Donc la maladie m'a apporté des maux de tête, de la fatigue. Avant même de parler de la fatigue qui est engendrée par les traitements, j'étais déjà fatiguée par la pathologie déjà elle-même, au moins 3-4 ans avant le diagnostic. En termes de symptômes aussi de la maladie, moi typiquement j'ai des démangeaisons. Pas très, alors ça peut faire rire de se dire on a des démangeaisons, mais vraiment ça fait pas rire. C'est ce qu'on appelle le prurit aquagénique. Donc c'est assez atypique dans ma sous-pathologie, puisque moi j'ai une thrombocytémie essentielle. Et le prurit aquagénique est plutôt commun à ce qu'on appelle les polyglobulites vaquès, donc une autre forme de NMP. Mais moi, j'ai hérité de ça aussi. Donc, du coup, j'ai ce prurit aquagénique qui est un peu plus diminué aujourd'hui par les traitements et grâce aux traitements. Alors, moi, j'ai fait le choix, et je dis bien choix puisque ça appartient à chacun, mais j'ai fait le choix de le dire. Parce que j'aime bien dire je suis toujours un peu quand même, quelqu'un d'hyperactif. Et donc, je voulais que mes proches, les gens qui m'entourent, puissent comprendre le pourquoi je ralentis et pourquoi j'ai ce besoin de ralentir. Il y a des jours, effectivement, où j'aime bien parler de sac à dos, mais mon sac à dos cancer du sang est un peu plus lourd. Donc, c'est vrai que j'ai fait le choix d'en parler à mes proches, à ma famille, à mes enfants, à mon mari, mais aussi à mes amis, parce qu'il arrive très souvent, malheureusement, qu'on décommande un brunch, qu'on puisse pas participer à l'apéro, voilà, parce qu'on n'est pas bien, parce qu'à ce moment-là, les symptômes sont trop importants ou les effets secondaires des traitements sont trop importants. Donc j'avais besoin qu'ils comprennent. Je dirais que le principal changement, c'est le professionnel. J'ai beaucoup ralenti mon activité professionnelle. Il faut savoir que j'étais déjà sur 2 métiers, puisque je suis à la fois ingénieure de formation et également psychopraticienne. Donc je cumulais ces 2 métiers parce que hyperactive, et que la première chose que j'ai faite, c'est de ralentir, parce que c'est 2 métiers qui me prenaient beaucoup de temps. Alors c'est pas toujours facile de ralentir, c'est pas toujours facile de dire non, surtout quand on est en profession libérale, et voilà, c'est compliqué. Mais je pense que ça a été salvateur. Et ça m'a permis aussi de prendre en charge ma pathologie, au-delà pas uniquement seule dans mon coin, mais de m'investir dans l'association Vivre avec une NMP, dans laquelle je suis aujourd'hui vice-présidente. C'était important de dégager du temps pour l'association, parce que on est cancer, mais on est maladie rare, et on a besoin d'être tous ensemble pour avancer et pour comprendre ce qui nous arrive. Et je pense que voilà, c'était un temps qui était nécessaire aussi. Ensuite, c'est vrai que, encore une fois, je dis souvent que je ralentis. Je m'arrête pas pour autant. J'aime bien, alors moi j'aime bien les images, je pense que vous l'aurez compris, mais j'aime bien dire que le cancer du sang, c'est un sac à dos, que de temps en temps il est un peu plus lourd, qu'il y a des jours où il est plus lourd que d'autres, mais j'ai toujours ce sac à dos. Il me ralentit. Sur les côtes, c'est plus compliqué, mais on avance. Et on continue d'avancer. Quoi qu'il arrive, on avance.
Alors, ralentir le travail, ça a été salvateur sur l'aspect physique. C'est-à-dire qu'effectivement, à un moment donné, le corps ne suit pas. Donc, il faut ralentir. C'est pas la meilleure chose pour l'aspect moral. Parce qu'effectivement, c'est le moment où on sent que la maladie prend de la place. Ralentir, ça veut dire laisser de la place à la maladie. Donc, moralement, c'est pas l'idéal. Mais physiquement, j'ai envie de dire, c'est obligatoire. On n'a pas trop le choix. Pas du tout. Aujourd'hui, je peux le dire, pas du tout. Je l'aurais peut-être pas dit au moment où j'ai décidé de ralentir, parce qu'effectivement, quelque part, c'est un peu un crève-cœur de se dire, bon, bah, je suis obligée de ralentir. Surtout dans un de mes métiers était d'accompagner les autres. Donc, quelque part, d'avoir un sentiment d'abandonner les autres et de ne pas les aider comme je pourrais. Au départ, c'était un crève-cœur. Aujourd'hui, c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre. Clairement, pour moi, mais je pense aussi pour les autres. Parce qu'effectivement, en ralentissant, j'ai du temps, mais du temps qualitatif. Pour l'association, pour mes proches, voilà, c'est quelque chose qui est important. Si, ça alerte, mais je pense que la fatigue est tellement un symptôme qui est qui peut être commun à beaucoup de choses. Moi, je mettais ça sur le fait que, bah oui, ma bonne dame, tu fais 2 métiers, donc forcément, à un moment donné, tu vas le payer et tu le payes par la fatigue. Mais d'autres vont se dire aussi, bah, j'avance dans l'âge, donc forcément, c'est l'âge. Donc en fait, on se rattrape toujours, enfin, on essaie toujours de justifier, finalement, on pense pas forcément tout de suite, tiens, je suis fatiguée, j'ai un cancer. Alors, soins de support, ça me fait penser à plein de choses. Mais ça me fait penser surtout à une mallette, à une boîte à outils. En fait, elle va me permettre de faire en sorte que ma qualité de vie soit la plus normale, j'aime pas ce mot-là, mais la plus agréable possible. Et donc, quand je pense soins de support, je pense à de la kiné, à de la diététique, à de l'activité physique adaptée. Je pense aussi à de la sophrologie, je pense à la psychologie, évidemment. Mais il y a plein de... Comme dans une boîte à outils, il y a plein de clés. Et donc, dans l'idée, c'est que chacun puisse un peu puiser en fonction de ses propres besoins. On peut avoir la même pathologie, le même cancer, mais avoir des besoins différents. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien l'image de la boîte à outils et se dire, bah, moi, j'ai utilisé une clé, mais peut-être qu'un autre malade qui a la même pathologie que moi va utiliser une autre clé. Alors, j'ai eu recours à des soins de support. Alors, j'ai eu recours à de la kiné, puisqu'effectivement, j'ai eu des soucis de mobilité à un moment donné. Au niveau psychologie, j'ai toujours... Alors, ça n'a rien à voir avec la maladie, mais j'ai toujours été suivie. D'une part parce que c'est très personnel, mais j'estime que tout le monde a besoin d'être suivi d'un point de vue psychologique. Et puis, quand on décide de faire un métier de thérapie, on est obligé soi-même de continuer aussi à être suivi pour pouvoir mieux aider les autres. Donc c'est quelque chose que j'ai continué encore plus dans la maladie, c'est quelque chose qui est très important. Je fais aussi beaucoup de méditation, de pleine conscience, c'est quelque chose d'important, beaucoup de cohérence cardiaque. Un point important, on n'en parle pas, je trouve, assez souvent, c'est qu'on a beaucoup d'attentes dans nos maladies. C'est-à-dire qu'on va attendre un diagnostic, on va faire des examens, on va attendre les résultats des examens. Et toutes ces phases-là, je trouve qu'elles engendrent beaucoup de stress chez les malades. Et on a besoin justement peut-être de puiser dans cette boîte à outils de soins de support, passer le mieux possible ces périodes d'attente, comme une vache qui regarde les trains passer. C'est vraiment ça, c'est-à-dire ça devient obsessionnel. Quels vont être les résultats aujourd'hui? Alors très honnêtement, je n'étais pas du tout consciente qu'il y avait des soins de support. Il faut savoir que j'étais diagnostiquée à 38 ans, ce qui correspond à un âge assez jeune pour nos pathologies. J'étais pas du tout dans cette problématique-là. À l'époque, c'est plus le cas aujourd'hui, mais à l'époque, j'avais peu de gens autour de moi qui avaient eu un cancer, donc j'ai pas vraiment eu connaissance de ces soins de support. Et naïvement, je pensais que ces soins de support étaient présents à l'hôpital et que c'était quelque chose qui devait se passer à l'hôpital. Donc en fait, en gros, si le médecin décide que j'en ai besoin, il me le prescrira. Il y a des choses qui sont proposées dans les hôpitaux. Malheureusement, il n'y en a pas assez pour tout le monde, il n'y a pas tout. Et encore une fois, il n'y a pas toutes ces clés de la boîte à outils. Alors, si je parle de la psychologie, je pense que c'est important d'avoir un endroit où poser son sac à dos. Je suis désolée, je continue encore avec mes images, mais de temps en temps, il est tellement lourd que c'est bien d'avoir un petit temps où en fait, on va déposer ce sac à dos. Et on dépose souvent d'autres choses avec, hein, mais voilà, où on va déposer ce sac à dos. L'idée, encore une fois, c'est oui, ça m'a fait beaucoup de bien, ça soulage, si je pense à la kiné justement pour ces douleurs articulaires, ça soulage quand même, donc ça soulage un quotidien, hein. Quand on n'arrive pas à dormir parce qu'on a des douleurs articulaires, des douleurs osseuses, c'est quelque chose de très impactant, donc oui, ça fait du bien. C'est quelque chose qui, moi en tout cas, a modifié vraiment ma façon de vivre avec la maladie au quotidien. Ok, je pense qu'on peut s'arrêter là. Impeccable. Merci beaucoup. Merci. De rien. Très bien, parfait. C'est bon.